La condamnation à la peine capitale de l'assassin de l'imam Yatta Baré, c'est la principale affaire inscrite au rôle du tribunal de l'actualité de ce soir pour savoir si les membres du jury de la cour d'assises ont bien dit le droit. Nous avons fait appel à 3 juges chevronnés. Il s'agit de Amadou Bokar Teguete qui est membre de la MDH. Bonsoir M. Teguete. Bonsoir. Également, nous avons fait appel au juge Issa Kaoudim qui préside les destinées de la coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko. Bonsoir, M. Jim. Bonsoir, M. Sylvain. Et enfin, nous avons M. Mohamed Chérif Aïdra, un habitué de ce plateau, qui est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Bonsoir, M. Aïdra. Bonsoir, M. Sidibé. Et je suis Oumar Barou Sidibé pour poser les questions des téléspectateurs. Encore une fois, merci et bienvenue à tous. Avant d'ouvrir le débat sur la condamnation de l'assassin de l'imam Yatta Baré, le tribunal a été informé que la vidéo de Salif Keïta envoyée à son corps continue à défrayer la chronique. Monsieur Jim, vous qui êtes porte-parole des partisans de l'imam Mahmoud Diko, comment vous avez accueilli le message, en tout cas, de cette vidéo de Salif adressée à son grand frère qu'on appelle Koro? Merci. Avant de répondre à cette question, je salue tous les téléspectateurs de votre chaîne, qui est vraiment devenue l'une des références en termes de contenu des débats. C'est vrai que ce que vous avez posé comme question, mais dans votre introduction, vous avez fait allusion à l'assassinat de l'imam, le regretté... Qui est le sujet principal qu'on va aborder. Oui, mais vous avez fait allusion à ça, donc je présente mes condoléances à sa famille, à toute la communauté musulmane du Mali, et demander à Dieu de l'accueillir dans le paradis. Amen. Donc vous avez parlé d'une personne qui n'est pas n'importe qui est un artiste connu et reconnu mondialement, qui est un Malien. Moi je pense que c'est un Malien, nous sommes en démocratie, il s'est exprimé. Chacun apprécie à sa façon. Moi, en tant qu'organisation politique, je prends acte. Je n'ai pas de commentaire. Au niveau de la MDH également, comment on a accueilli cette vidéo de Salif adressée à son grand frère? J'aurais souhaité prendre le qualificatif. Nom de la MDH, mais du secrétaire général de la MDH et du Conseil national de la société civile. Et là, si je vice-président, ça peut engager les deux. D'accord, vous avez le choix. Voilà, donc il faut prendre les deux, parce que je ne parle pas en nom propre dans ce cas précis. Sinon, j'ai toujours parlé de mon nom. Ok. Prendre la responsabilité et m'assumer. Ok. Et dans ce cas précis, je suppose les deux sont. Ok. Bon, quand il s'agit de l'affaire Salif, vraiment je ne l'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Parce que je n'ai ni Facebook, ni WhatsApp, je n'ai rien. Donc je n'ai pas entendu. Vous avez quand même eu les échos? Non, j'ai dit non. Parce que ça ne me regarde pas. Un homme qui s'assume, qui parle en tant qu'un démocrate, mais je n'ai pas besoin d'analyser ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit m'engage que lui. Je ne veux pas tort de faire une analyse, vraiment. Donc je ne suis pas au courant de ce qu'il a dit et je ne veux pas interpréter. Okay. D'aucuns pensent que certains leaders, en tout cas certains leaders d'opinion au Mali, ont peur de commenter cette vidéo de Salif qui écorche un peu la crédibilité même de la France au Mali, parce que vous avez peur de la France, c'est pourquoi vous ne commentez pas cette vidéo. Pas par peur, hein. C'est-à-dire je n'ai jamais fui une autre question. Parce que la France est fortement accusée dans cette vidéo. Non, la France n'a qu'à se défendre. Okay. Monsieur Aïdra, sur cette vidéo, vous allez faire comme les autres aussi, refuser d'ouvrir les débats, bien que c'est un sujet qui intéresse les Maliens aujourd'hui. C'est devenu le cure-dent de tous les Maliens à la limite. D'abord, merci pour l'invitation, merci à tous les téléspectateurs, nos condoléances à la famille de l'imam regretté, Allah yarham. Et aussi, je remercie le frère Jim. Non, le frère concepteur d'une vision nouvelle, c'est Kaoudim. C'est quoi cette vision nouvelle? Ben, on va vous expliquer. Si tu as le courage de poser la question, on va te donner, on va vous expliquer la vision nouvelle. Et aussi mon grand frère, un mentor aussi. Il est aussi le vice-président de la société civile, Conseil national, dont je suis le secrétaire chargé de l'immigration et de l'immigration.
Alors, je vois que cette vidéo intéresse beaucoup de personnes, y compris Renouveau, hein, notre télévision de référence. Vous savez, Salif est un homme pas comme les autres. Salif est une fierté pour le Mali et pour l'Afrique. Voilà un musicien qui n'a jamais fait un album qui a floppé. Voilà, nous, diaspora, nous considérons Salif comme un poète. À chaque fois que vous écoutez la musique de Salif, il vous inspire à quelque chose. Moi, j'écoute rarement la musique, mais il m'arrive à écouter tout ce que Salif fait comme chanson parce que je trouve respect. Par rapport à la vidéo, c'est un Malien qui s'en concerné. Il a fait une analyse de la situation, il s'est exprimé. C'est son droit de s'exprimer. Et il a donné des indications et certaines affirmations. Et l'homme, je l'ai vu de loin. Salif ne peut pas dire ces affirmations sans avoir des éléments d'appréciation dont nous ne disposons pas. Et je ne pense pas que c'est approprié de dire que Salif a dit quelque chose qui ne soit pas vrai ou d'affirmer que ce qu'il a dit ou ce n'est pas fondé. Et Salif, en tant que Malien, en tant qu'une référence, en tant que diaspora aussi, parce que nous nous rappelons le problème que nous avons eu à l'église Saint-Bernard, c'est Salif Keita qui a fait un clip, non pas bougé. Il a fait ça pour la diaspora. Ce que je vais vous confirmer, M. Sidibé, que Salif a raison ou tort, qu'il dit vrai ou faux, il a le soutien indéfectible de la diaspora malienne. Ok. Monsieur Jim, vous portez l'étiquette d'un homme quand même courageux, libre dans la parole. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire à la face du monde que vous ne commentez pas une actualité quand même qui intéresse au bon nombre de tes compatriotes. Est-ce que ce n'est pas à la limite de la déception envers ces personnes-là? L'expression est trop forte venant de vous. Écoutez, je pense que quand vous dites un homme courageux, mais un homme aussi patient, mais un homme averti. Vous parlez du très respecté l'imam Mahmoud Dicko. Dans un pays, il faut avoir cette vision et cette démarche qui consiste à réfléchir et à agir positivement. Les derniers propos de l'imam Mahmoud Dicko, je vais les citer. C'était le 7 septembre lors de lancement officiel de la CEMAS, qui est coordination d'un mouvement, association, sympathisant du cheikh respecté l'imam Mahmoud Dicko. Mouvement veut dire ceux qui ont des visions politiques. Associations peuvent être religieux, peuvent être de la société civile. Sympathisants, c'est des milliers de nos concitoyens vivant au Mali comme en dehors du Mali. Et donc, les rassembler, c'est pour les orienter dans un objectif clair. Et l'imam a dit qu'aujourd'hui, le Mali doit sortir de la contestation pour se positionner dans le chemin de solution. Donc la vidéo de Salif s'inscrit dans le cadre de la contestation. Non, laissez-moi finir. Okay. Je parlais de la CEMA, je ne parle pas d'un cas. Aujourd'hui, notre pays est dans une situation difficile pour tout le monde. L'imam, les derniers propos, c'était lors de, nous allons en venir, l'interview qu'il a accordée par rapport au verdict du regretté l'imam Yatabari. Il a dit, c'est vrai, nous sommes dans un pays, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est la laïcité. Même si nous sommes des croyants, nous devons respecter les institutions de notre pays pour nous faire respecter. Et c'est ces institutions qui nous donnent la possibilité de nous exprimer librement et aussi d'affirmer et aussi d'assumer ces expressions. Quand vous voulez rassembler les gens autour de l'essentiel, vous devrez avoir la sagesse de ne pas rentrer dans des polémiques et les détails. Le vrai problème du Mali aujourd'hui, c'est comment sortir de la crise. C'est comment nous réarmer moralement pour relever les défis sécuritaires, politiques, économiques, sociaux. Alors il faut trouver des recours. Tout le monde ne doit pas être des partisans, oui ou non.
Mais il faut que le peuple trouve de fortes personnalités qui peuvent amener les gens à fédérer autour de l'essentiel. Ok. Et donc, si je dois être le porte-parole de ce grand homme, je dois être mesuré et responsable dans ce que j'ai dit. Ok. Je ne fuis pas, mais j'assume cette charge qui est la mienne aujourd'hui, qui est d'être le coordinateur général national des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. D'où je dois rester dans cette cohérence. Ok. Ce qui est bien dit, alors c'est mardi 19 novembre, la cour d'assises de Bamako a condamné Moussa Guindo à la peine de mort pour l'assassinat de l'imam Abdul Aziz Yatabare. Le verdict a été prononcé sous une forte mobilisation de la communauté musulmane dans la salle d'audience et aux abords de la cour. Et monsieur Tekete, est-ce que le droit a été bien dit ce jour-là? Le verdict, c'est un verdict quand même approprié. Bon, d'abord, je crois que je vais vous rectifier, parce qu'il n'y a pas qu'une seule peine de mort qu'on a prononcée. Il y a eu au moins 7. Oui, mais on va arrêter le curseur sur le cas Non, je vais continuer, s'il vous plaît. Guindo Yatabare. Je vous ai dit que j'ai 2 casquettes. Ok, Vous me laissez m'exprimer. d'accord, allez-y. Il y a eu 7 condamnations à mort. Mais la condamnation, le droit a été dit. Mais lorsque le droit est dit et que la décision n'est pas exécutée, c'est une impunité et qui viole fortement les droits de l'homme. Il n'est pas tout de dire qu'il a été condamné à mort. Mais la décision doit être exécutée fortement parce que la loi qui condamne à mort n'est pas abrogée au Mali. Pour le moment, on n'en est pas là. Si, vous m'avez posé une question et je vous dis ce que je pense. Pour moi, la condamnation, le droit a été dit. Pas seulement que le droit a été dit, mais est-ce que le droit doit être exécuté ou pas? Si vous voulez, en auditeur, on va en parler. Ok. Monsieur Aïdara, par rapport à ce verdict? Ben, moi, je trouve ce verdict assez juste. On ne peut pas vouloir une société juste sans prendre des mesures judiciaires qui soient justes. Voilà un monsieur, quel que soit son état d'esprit, qui a été assassiné sauvagement un imam. Et il ne mérite que d'être condamné à mort. Vous savez, les lois que nous voulons défendre, le droit de l'homme, et que la condamnation de mort est un peu rétrogradée. Quand vous allez aux États-Unis, il y a combien d'États aux États-Unis qui ont encore condamnation, qui sont dans leur arsenal décisionnel. Et moi, personnellement, je suis pour la condamnation de mort. Parce que s'il n'y a pas ces lois qui régissent le fonctionnement de notre société, c'est l'anarchie qui va s'installer. Quelqu'un est coupable d'une peine qui est condamnation de mort, qui soit jugé et exécuté. Ok. Monsieur Jim, par rapport à ce verdict encore? Bon, moi je préfère rentrer dans le fond avant de m'exprimer sur la forme. Vous savez, cette approche me paraît conjoncturelle. Je vais aller un peu en profondeur. Si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que il y a eu ceux qui ont sauvagement assassiné à la station qui se trouve sur la route de Korofina. À l'époque, c'est Moussa Traoré qui était président de la République, qu'on appelait, je ne vais pas citer un pays, mais ces gens ont été recherchés, retrouvés et exécutés en 80. Après avoir sauvagement assassiné, et prendre le véhicule, et prendre son argent, etc. Ils ont été pris à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Et tous les services de renseignement, police, gendarmerie, tous les forces ont fait ce travail pour dissuader celui qui veut passer par cette façon de troubler la paix sociale. La paix sociale n'a pas de prix. Et donc, quand le mouvement démocratique est venu aux affaires, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la conscience collective est interpellée. Souvenez-vous, c'est Alpha Omar Konaré qui a fait un moratoire. Parce qu'il a voulu d'abord
il connaît l'opinion, c'est un enseignant, il connaît la société. Alors, il a compris qu'il ne peut pas abroger cette affaire de Badinter. Il s'est ramené tout simplement à faire un moratoire. Donc, qui en réalité, c'est une forme déguisée de ne pas appliquer la sentence. Et Amadou Toumani Touré a voulu outrepasser, et c'est ce qui a fait qu'il a eu des problèmes avec la communauté musulmane d'une façon, à travers le code, etc., etc. En 2007, si ma mémoire est bonne. Mais toutes ces tentatives revenaient tout simplement à aller dans le sens de lecture occidentale, de compréhension du droit et de condamnation, parce qu'ils essaient d'expliquer que ça va faire beaucoup de mal, que ce n'est pas évident, celui qui va être, comme on appelle ça, exécuté, est-ce que c'est le coupable? Moi, je ne rentre pas dans ça, les techniciens de droit peuvent mieux expliquer. Mais ce qui est sûr, si toutes les procédures ont été respectées, il n'y a pas eu de passion, il n'y a pas eu d'agitation, il n'y a pas eu de, comme on appelle ça, une justice expiatoire, on est d'accord sur un principe, il y va de la sauvegarde de notre nation. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour une moto Jakarta, on peut vous tuer sauvagement et cette même personne se retrouve 3 ans, 4 ans en train de commettre le même forfait ailleurs. Donc, moi je pense qu'il faut prendre la chose d'une façon globale. Parce que le cas de Yatta Bari, on sait que si ce qui a été dit n'avait pas été dit, ça risquait de créer d'autres choses que on ne voulait pas. Okay. Maintenant, une minute. Okay. Pour moi, peine de mort, oui, mais pas seulement pour quelques criminels de genre minable comme ça, comme ce monsieur presque soi-disant, voilà, il n'est pas avec ses esprits. Mais moi, je pense que même ceux qui détournent les biens de l'État sont des criminels. Okay. Donc, s'il doit y avoir des peines de mort économiques, Moussa Traoré l'avait instauré, on l'a enlevé, comme on se trouve aujourd'hui avec la corruption. Donc, pour moi, la justice doit être globale pour tous ceux qui tuent le peuple, de les exécuter. Okay. Je suis d'accord, mais pas d'une façon conjoncturelle. Ok. Monsieur Teguete, est-ce qu'en écoutant Issa Kaoudim, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la pression des religieux a eu raison de la justice ce jour-là? Bon. Pour ne pas reprendre l'expression d'un ancien ministre malien, le régime s'est sauvé sans la République. Quoi. Ce que je vais vous demander, c'est vraiment de me laisser m'exprimer sans me couper. Allez-y. Parce que vous me coupez mon élan. Allez-y. Alors faites-moi cette promesse et je vais engager la prochaine. C'est promis. Donc d'abord, je vais vous dire que l'imam Yatta Bari et moi, on était ensemble, membres du jury à l'IDD. Je confirme. On était ensemble. Et le jour où on m'a annoncé son décès, j'ai quitté sa mosquée. C'est là-bas où j'ai pris le matin, j'ai quitté. Pour vous dire que c'est un homme humble, qui ne mérite pas ce qu'il a eu, mais Dieu sait pourquoi il l'a fait. Personne ne peut faire ce jugement. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Mais je souhaite que Dieu l'accueille dans son paradis Firdaus. Maintenant, revenons au verdict. Vous savez, une justice juste est à l'avantage du pays. Si nous vivons avec une justice injuste, nous aurons toujours des problèmes. Et Dieu même va nous pardonner. Il ne va pas nous pardonner. Donc le verdict qui a été prononcé, c'est normal parce qu'ils ont tenu compte de la loi. Malgré le moratoire de M. Alpha Oumar Konaré, que nous n'avons jamais accepté. Moi, en tant que musulman, mais en tant que défenseur des droits humains, j'ai lutté avec eux pour l'abolition. Badinter, je l'ai reçu ici et je l'ai dit ce que je pense de son idée en tant que juge défenseur des droits humains. Mais ce cas précis, c'est tellement bien fait, c'est tellement venu à temps normal et à point nommé. Parce que les assassinats que vous êtes en train de voir, c'est une manière de les décourager. Quand on va arrêter ce monsieur-là et qu'on l'a condamné à mort, on a exécuté ce qui a été fait, que les autres voient ça, les autres assassins, et vous pensez que ça ne va pas les décourager? Même dans le Coran, quand on a dit de tuer celui qui a tué, c'est pour décourager ceux-là qui seront tentés à tuer. Donc moi je crois qu'il faut exécuter le verdict, pas seulement l'annoncer, mais l'exécuter. Parce que la loi veut que ça soit exécuté. Nous avons réclamé en tant que défenseurs des droits humains que les décisions de justice soient exécutées sans murmure ni hésitation. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas respecter les droits. Or, le fait de ne pas l'exécuter est une violation flagrante des droits fondamentaux de la personne humaine.
Pour le moment, je m'arrête là. Ok, d'accord. Monsieur Aydara, est-ce qu'on a besoin de se mobiliser pour, en tout cas, obtenir un tel verdict si on croit à la justice de son pays? Non, sinon, la mobilisation n'est pas dit à croire. C'est quand même une sorte d'influence. Non, attendez. Bon, je sais que la presse veut toujours sensationnaliser certains actes qui fait aussi votre travail. Mais celui qui a été assassiné... On ne voit pas tous les jours un imam se mobiliser pour un procès. Oui, mais non, attendez. Attends, je vais venir. C'est pas... Si, j'en viens. Si. Là, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui coupe la parole. Laissez-moi parler parce que ce qu'il vient de dire, ça condamne ce que tu es en train de dire. D'abord, pour vous parler de démocratie, la mobilisation est démocratique. Vous pouvez empêcher aux gens d'aller s'exprimer parce que c'est une religion. Et vous oubliez que le pays est un pays laïque où chacun doit respecter sa religion et respecter les religions d'autrui. Il n'est pas normal que vous voyez, comme vous l'avez demandé, est-ce que c'est normal qu'on mobilise? Est-ce que c'est normal qu'on tue des imams? C'est toujours qu'on a tué des imams. Donc, à l'exception, il faut accepter certaines choses. Si vous êtes radio, vous êtes télévision, vous devez encourager la démocratie, mais proprement. On ne condamne pas non plus la mobilisation, on est juste en train de commenter. Il est en train de commenter, pas condamner. Et ici aussi, ce qu'à Renouveau, ils font la promotion de la démocratie, la libre expression. Donc, quand même, il y a une certaine opinion qui pense que cette mobilisation a influé sur la décision. Oui, non, c'est faire porte-parole des opinions. On a lu cette opinion, on a suivi les réseaux et ce qui a été dit ici et là. Mais il est important de dire celui qui a été assassiné, ce n'est pas un petit monsieur de la cité. C'est quand même l'imam Yatabaré qui a été assassiné. Et ça a ébranlé l'ensemble de la communauté musulmane au Mali. Il n'y a rien de plus normal que l'imam Mahmoud Diko se déplace pour aller. Nous tous, on devrait être là-bas. Et si cela a fait une influence, a influencé les juges, c'est très bien, tant mieux. Mais il n'y a pas que ces cas-là. Et vous allez certainement mentionner le nom de personnes qui ont été jugées. Il y a des gens qui se sont rendus au tribunal et il y a eu d'autres verdicts. Mais ça n'a pas été ces cas. Donc je ne pense pas que ce soit un objet même de débat si la justice malienne a été influencée ou pas. C'est vrai, le déplacement de Mahmoud Diko influencerait certainement un certain nombre de choses, mais dans ces cas précis, je ne crois pas parce que la justice avait tous les éléments d'appréciation pour condamner ces criminels qui se prennent pour étant un fou. On l'a pris la main, il avait le couteau, il l'a reconnu. Donc, il n'y a pas de débat s'il est coupable ou pas. Donc, tout ce qui a été fait, c'est suivre le code de procédure pénale, ce qui a été suivi. Il a même eu un avocat pour le défendre, on l'a comme un avocat d'office. Les jurys ont apprécié les faits et ils ont simplement lu le droit qui est consigné dans notre code de procédure pénale et le monsieur est condamné à mort, on attend son exécution. Okay. Monsieur Kaoudim, il y a une certaine opinion qui pense que la mobilisation dont vous avez fait preuve ces jours-là a influencé la justice quand on sait que l'argument de malade mental, en tout cas confirmé par les rapports des médecins quand même, n'a pas prospéré devant le juge. Bon, les techniciens du droit sont habilités, compétents. Ce que vous dites, ce sont des allégations à vous. Moi, je n'ai pas vu ce document. Ce que je sais, si quelqu'un est mentalement irresponsable, on ne l'amène pas devant ces tribunaux pour prononcer cette sentence. Il avait besoin vraiment d'être ailleurs. Je pense que je ne rentre pas dans ces polémiques. Ce qui est important, c'est la substance de votre question. Est-ce que cette mobilisation, c'est juste pour influencer? C'est ça? Je pense que moi, je vais très loin. Au-delà que l'imam Yatabaré est imam, et que vous avez parlé aussi de la communauté musulmane, pas seulement, mais les leaders des communautés musulmanes, qui sont quand même ce que vient de dire l'aîné, le doyen. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très dangereux si on n'y prend pas garde. Okay. Dans un pays où on est dans une situation pratiquement de l'injustice qui est devenue presque mode de fonctionnement social.
Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, qu'il est bon qu'une partie des communautés musulmanes se rende elle-même justice? C'est pas bon. Ce n'est pas souhaitable. Et moi, je pense que l'imam Diko a été très sage et responsable. Il a appelé les gens à se mobiliser pour que la conscience collective prenne conscience de la gravité de ce qui s'est passé. Mais dans la dignité d'aller et écouter, entendre et le verdict de l'accepter. Après le verdict, ce qu'il a dit, il a dit que nous sommes dans un pays, nous sommes religieux, que nous soyons musulmans, le Coran demande quand il y a mort d'homme, alors il faut appliquer la sentence. Les Torah et l'Évangile, c'est pareil. Donc pour nous, en tant que religieux, la question ne se pose pas sur la décision de justice. La question fondamentale, c'est de rester derrière les institutions pour que ce qui a été dit par les tribunaux soit exécutoire. Parce que cette moratoire de Alpha, que j'ai rappelé, c'est fait exprès, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, le peuple malien est souverain ou bien c'est le moratoire qui est souverain. Donc pour moi, nous restons derrière la justice, derrière la République, mais nous resterons mobilisés et vigilants et que la justice soit. Parce que condamner, oui, mais exécuter. Okay. Monsieur Teguete, est-ce que vous, en tant qu'un homme averti, en tout cas en matière de défense des droits humains, est-ce que vous pensez que cette décision sera exécutée? Comme on l'a rappelé tout à l'heure, M. Djimi, une chose c'est de prononcer en tout cas une décision, mais une autre chose c'est de l'appliquer. Ok, moi à ce niveau-là, l'exécution sera suivie. Vous avez suivi le code de la famille, vous avez mesuré sa portée, et vous avez vu comment ça a été modifié. Ça, c'est l'engagement musulman des musulmans. Et cet engagement, on ne va jamais le laisser pour qui que ce soit. Je suis défenseur des droits humains, mais avant ça, j'ai été d'abord humain. Et mon créateur m'a imposé des conduites à finir. Si la sentence prononcée n'a pas été exécutée, elle sera exécutée par force, parce que nous allons encore sortir et faire exécuter. Je le dis et ça m'engage. La sentence est prononcée par une justice juste et la décision elle est prise, elle doit être exécutée. Et on va la faire exécuter par qui que ce soit. Donc déjà, que les décideurs sachent qu'ils n'ont aucun intérêt à placer un moratoire au-dessus d'une loi ou au-dessus d'une constitution. Le moratoire, c'était pour arranger un homme. Maintenant, c'est le peuple malien qui veut que ce soit exécuté. Et je crois que nous serons sages et que nous allons tout faire pour faire exécuter cette sentence qui pour nous est salutaire. Salutaire non seulement pour défendre le défunt, mais salutaire pour empêcher à ceux-là qui ont l'intention et qui sont nombreux de le faire, de le faire. Okay. M. Aïdara, est-ce qu'avec l'environnement juridique dans lequel nous évoluons, le Mali est un pays qui a pratiquement signé toutes les conventions internationales en matière des droits humains. Est-ce que vous pensez qu'avec ce moratoire, que cette décision sera exécutoire? Je le rectifie. Le Mali n'a pas signé la peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Le Mali n'a pas signé, le moratoire, quand même, c'est... Non, le moratoire est un arrangement. Oui, mais pour satisfaire certains engagements internationaux. C'est-à-dire, nous voulons aujourd'hui qu'il y ait la volonté politique réelle de ceux-là qui décident pour qu'on exécute tous nos engagements. Donc, à partir du moment où la peine de mort n'est pas abolie au Mali, l'exécution doit être exécutoire. D'accord. La question du maire. Je crois que la question du maire, il a déjà répondu. Est-ce que vous avez l'espoir que la décision sera exécutée? Mais elle sera exécutée. Comme vous l'avez bien dit, le nom également indique clairement que c'est un moratoire. À ce que nous savons de moratoire. Mais ça relève de la morale quand même. Non, moratoire, c'est-à-dire c'est suspension. Bien sûr, mais c'est un engagement aussi. Non, attends, c'est suspension d'un acte, d'une date à une date donnée. Il n'y a pas un moratoire à vie. Il a fait sur 20 ans. Vous comprenez? Il a fait sur 20 ans. Alors, donc le moratoire, il a été fait en quelle année? 80 en tout cas. Non, 80 n'était pas là. C'était... Non, je ne parle pas de l'exécution, je parle de moratoire. Le décret qu'Alpha a signé. Il date de quand? Bon, je ne peux pas dire exactement jour et mois, mais c'est pendant son deuxième mandat qu'il a fait. Ok. Il a fait son deuxième mandat. Voilà. Et nous avons un autre mandat qui a fini 10 ans.
Ou nous avons On n'a pas les 20 ans quand même. Bah, alors, je pense qu'il serait peut-être mieux, avant de poser ta question d'une façon répétitive sur ce fameux moratoire, et est-ce que le moratoire même n'a pas expiré de date? C'est ça la question fondamentale pour moi, parce que c'est un moratoire. Si la date est terminée, on n'en parle plus. Mais qu'il la date, que soit le moratoire est en 20 ans, qu'il reste ou pas, nous, notre position est le suivant, et il y a eu une décision de justice, il doit être exécutoire. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce sont ces injections de mode de gestion à l'européenne qui, entre guillemets, veut nous faire comprendre que c'est comme ça être humain, alors qu'on avait nos lois, on avait notre système judiciaire, on a nos valeurs. Et vous avez vu des faits que nous avons abandonnés à amener une autre position prise par c'est un groupe de personnes qui sont aujourd'hui applaudis parce qu'ils appliquent la justice. Si vous permettez pour 2 minutes, vous allez maintenant dans la région de Mopti. C'est-à-dire aucun procès ne finit à Mopti en moins de 10-15 ans. Ça ne finit pas. On va à l'appel, à la Cour suprême. Mais ce n'est pas que je fais le publicité des djihadistes. Mais quand ils sont arrivés là, quand ils ont commencé à juger, mais quand on te juge, c'est sans appel. C'est exécuté. Donc, vous voyez, votre affaire de moratoire, votre histoire de nous amener à être plus civilisés parce qu'eux, ils pensent que c'est comme ça qu'on doit être civilisés. Voilà là où ça nous a amenés. Parce qu'aujourd'hui, il faut simplement se dire une chose. Le Rasulullah l'a dit il y a 1400 et quelques ans. Quelqu'un l'a posé une question. Et quelle est l'instabilité de la Oumma? Une question simple. Quelles sont les conditions pour une stabilité de la Oumma? C'est l'ensemble des musulmans. Il dit des choses. L'équité dans la justice et l'équité dans le partage des biens. Terminé. C'est-à-dire qu'il faut partager le bien équitablement et il faut aussi que la justice soit équitable. Donc tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un manque de justice équitable et le manque de partage de biens d'une façon équitable. Donc voilà nous notre position par rapport à ta Ok, M. Jim, la même question. Et est-ce que, avec l'environnement dans lequel nous évoluons, on sait quand même qu'on est en Afrique, rares sont des pays qui exécutent ces genres de condamnation de mort. Est-ce que vous avez l'espoir aujourd'hui qu'avec notre arsenal judiciaire, que cette peine-là sera vraiment appliquée? Ou bien le gouvernement va aller jusqu'au bout? Je pense que la question ça retourne la même formulation. On a vidé cette question, mais en réalité, puisque vous insistez, ce n'est pas une question de gouvernement, on parle du pays et de sa stabilité. C'est notre pays à nous. Nous sommes souverains ou pas? Si nous sommes souverains, c'est à nous d'apprécier ce qui est bon pour la stabilité de notre pays en respectant les droits de tout un chacun. Celui qui a été poursuivi, il était présumé innocent jusqu'à sa culpabilité soit établie. Une fois que le juge qui rend la justice au nom du peuple du Mali et non des conventions. Donc s'ils ont rendu la justice au nom du peuple malien et sur ses impôts, sur ses taxes, sur son territoire, sur son pays, et que cette justice est rendue au nom du peuple malien, donc c'est sur le peuple qui a rendu ce verdict. Alors qui veut s'opposer à ce verdict? Vous? Ou bien vous faites le défenseur des droits humains au détriment du peuple malien? Pas moi quand même. En ce cas, videz la question, passons à autre chose. Ok, allez-y. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas insister sur ce que vous voulez savoir. Mais moi je vous invite à faire un sondage. Vous verrez les 99% des Maliens qui vont vous dire exécuter tous ceux qui ont tué les gens. Et tous ceux qui veulent tuer, il faut les exécuter. Que la personne musulmane ou pas, qu'elle soit chrétienne ou pas, tant qu'elle est malienne, elle ne va pas accepter vivre de cette insécurité qui aujourd'hui nous empêche tous de dormir. Cette insécurité qui existe empêche à tout Malien d'être à l'aise. Donc moi je crois que ça c'est une des solutions qu'il faut pour au moins que je puisse aller chez Chérif avec certitude que je ne serai pas braqué. Que je parte libre avec certitude que je vais retrouver chez lui en sain et sauf. Mais aujourd'hui au Mali on n'a pas cette certitude-là. Moi je vous renvoie sur les 99%, les Maliens, vous aurez les 99% qui vont vous dire exécuter tout ce qui tue les gens. Okay.
ça murmure. Moi quand j'ai dit en 82 à Kimiri que tu as fait une montrée intellectuelle alors que le Coran, quand tu as dit le verset qui dit de tuer et tu t'es arrêté, alors qu'il y a la verset 178, il y a la continuation. Il y a le pardon des parents et tout. J'ai dit, mais aujourd'hui je ne le dirai pas. Parce qu'aujourd'hui là, c'est vrai que le Coran a dit ça, hein, mais le Coran, je crois, doit accepter que ces gens soient exécutés parce que ce n'est pas les parents qui... Maintenant, c'est tous les Maliens, c'est tous les musulmans qui ont demandé. On n'a pas besoin de l'avis des parents pour des cas comme ça. Il faut sauver le peuple, il faut sauver les populations, il faut sauver les pays. Donc ça, c'est déjà... Les 7 là qui ont été condamnés à mort doivent être exécutés le même jour et au vu aussi de tout le monde. Ok, M. Haïdara, est-ce que M. Teketek l'a rappelé, quand vous faites un sondage, en tout cas, il y a un bon nombre de Maliens qui pensent que celui qui tue, on doit le tuer, comme en tout cas nous enseignent les versets coraniques ou l'islam. Aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas plus facile pour, en tout cas, les Maliens de se mobiliser pour la levée d'abord de ce moratoire? Je pense que c'est le seul rempart qui peut, en tout cas, amener le gouvernement à ne pas aller rapidement à l'application de ces sentences-là. Monsieur Sidibé, il est important de se rappeler que le Mali n'est pas une république islamique. Il n'a pas été condamné sur la base d'une loi islamique. Ça, c'est très important, bien que nous soyons 95% musulmans. Mais oui, mais cette sentence ne contredit pas aussi non plus les lois de prescription islamique. Aux États-Unis, vous avez dans beaucoup de pays qui ne sont pas, qui sont également laïques, mais qui appliquent la peine de mort. C'est une loi qui dérive d'une loi conventionnelle de condamnation à mort. Donc, ce n'est pas une loi islamique. Même si le verset qu'il vient de dire maintenant, et la suite des versets disent que au cas où le parent aurait pardonné, il peut être gracié, cela ne s'applique pas au Mali. Même si tous les parents l'ont pardonné, c'est zéro. C'est dans un pays islamique, dans un sharia islamique que cela est applicable. Okay? Et bon, c'est des versets dans le Coran qu'on appelle des ahkam. Ça veut dire que c'est des versets où vous n'avez pas d'opinion. Et ça, c'est également ça dans le Surah 36. Et c'est très clair. Hein? Dans l'ayah 37, il dit quand Allah et son prophète décident de quelque chose, le musulman n'a plus d'avoir une opinion. Donc, ça, on ne parle pas de ça parce que nous ne sommes pas dans un État islamique. C'est le droit conventionnel qui a été lié, ils doivent l'appliquer. Tu reviens sur la question, comme a dit Kaoudim, c'est ce moratoire. Ce moratoire apparaît à vos yeux, beaucoup de vos collègues, beaucoup de personnes que j'ai vues dehors, qui disent, bon, écoutez, il y a quand même un moratoire, c'est la justice. Mais la justice qui a rendu ce verdict, savait bien que le moratoire était là. Okay. Donc, ils n'ont pas pris compte du moratoire, ils ont quand même rendu une décision. Ça veut dire que ce moratoire, moi qui est un profane, veut dire que ce moratoire ne peut pas empêcher l'exécution de cette décision judiciaire. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, se lever pour défendre ou pour annuler le moratoire en est une autre, mais nous ne voyons aucune utilité de se mobiliser aujourd'hui contre un moratoire qui n'aura pas d'impact sur une décision prise par le tribunal, bien que beaucoup veulent mettre dans notre tête. Non, c'est deux choses différentes. Il y a la justice elle-même, il y a le moratoire qui rentre dans le cadre de traités internationaux. Donc, à un certain niveau, ce moratoire peut empêcher qui est au-dessus de la juridiction qui a prononcé la sentence. Donc, ça, c'est un débat complètement opposé, je dirais, mais même conflictuel. Mais dans ces cas précis, nous ne voyons pas comment est-ce qu'on peut nous opposer la décision d'exécuter ce jugement avec ce moratoire. Okay. Avant, oui, allez-y. Le cas du moratoire, pour moi, est un non-événement. Okay. C'est vraiment un non-événement. Parce que si la justice pensait que, bon, nous allons donner la sentence, le moratoire va défendre, est-ce qu'on doit compter sur cette justice? On doit employer cette justice, vous pensez? Vous voulez qu'on fasse confiance à une justice et vous voulez qu'on se méfie aussi de cette justice. Vous voulez deux choses à la fois. La chose est son contraire. Ce n'est pas possible. Okay.
Quand on a confiance en notre justice, elle doit exécuter pour continuer à avoir confiance. Et aujourd'hui, la justice doit tout faire pour avoir la confiance des populations. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Il y a trop de critiques sur la justice. Okay. Ils ont un moyen de laver leur blason avec ça. Okay. Et ça, ils m'écoutent. Ils ont intérêt à le faire. Okay. Avant de clore l'émission, le tribunal a été informé de la tenue d'un meeting hier de soutien à la justice malienne. M. Kaoudi, vous, en tant que représentant des mouvements politiques, comment vous accueillez ces mouvements spontanés de soutien à la justice? Bon, moi je ne commande pas ce que les autres font, je respecte, je prends acte, mais ce que je sais, la coordination des mouvements, associations, sympathisants de l'imam Dicko, CEMAS, a été le premier mouvement politique avant tous les partis politiques, en tout cas tous ceux qui se manifestent. Nous avons été les premiers à faire un communiqué et publier et amener à tous les médias pour demander, pour du moins soutenir la justice et pour élucider quand le président de l'APECAM a été interpellé. Donc pour nous, le principe même de défendre la justice s'inscrit dans la droite ligne de ce que l'imam a dit le 7 septembre en disant que le problème du Mali, c'est une question de gouvernance. Donc on ne peut pas faire la gouvernance en essayant d'exclure la justice, puisque c'est un des piliers, c'est un pouvoir. Pour que les gens ne s'entretuent pas, pour que les gens ne font pas de règlements de compte, pour que les gens ne cherchent pas à se rendre eux-mêmes justice, il faut que la justice soit au service de l'intérêt public. Et donc soutenir ces actions, c'est salvatrice. Maintenant, les réactions politiques ou les démarches politiques des partis politiques ou des mouvements politiques, je respecte. Oui, mais au-delà de ces communiqués de soutien, est-ce que ce n'était pas plus facile pour vous de vous joindre à tous ces mouvements de soutien nous ne sommes pour pas, que la justice... Nous ne sommes pas des décors. Okay. Nous sommes, comme je vous ai dit, il y a des mouvements, il y a des associations, il y a des sympathisants. Nous ne sommes pas dans une logique conjoncturelle. Nous voulons aujourd'hui que le pays retrouve ses fondamentaux. Nous-mêmes, qui sommes-nous? Où voulons-nous aller? Comment résoudre ce que notre pays est en train de vivre? Si vous êtes informé peut-être comme moi, je pense qu'il y a certaines questions que vous ne poserez pas. Aujourd'hui, le pays est dans une situation très difficile. Donc pour nous, il faut que nous soyons très mesurés et prudents, prendre de la hauteur, se mettre ensemble pour sauver le Mali et non faire des règlements des comptes ou se positionner pour le chaos. Le chaos, personne n'a intérêt au chaos. Autant, je n'encourage pas ce qui se passe, mais je pense que ça doit changer avec patriotisme, avec une vision démocratique, citoyenne, pour que nous puissions trouver des voies et moyens, sortir. Il s'agit de notre pays, vraiment, au bord du chaos. Et cela peut se faire si nous acceptons de se mettre ensemble pour construire ou reconstruire et redresser les tirs. Notre logique, c'est un mouvement collectif, patriotique, démocratique, pour sauver le Mali et non pour agir pour ou contre. M. Teketé, quand vous écoutez les Maliens, on a l'impression que la justice est de retour. Bien. Quand nous écoutons les Maliens, nous pensons effectivement que la justice est revenue. Ce qui a poussé le Conseil national de la société civile du Mali officiellement à écrire son soutien non seulement au parti de la justice, mais à toute la justice malienne, comptant sur la diaspora, ce que nous avons vu. Ce qu'on a vu au niveau de la diaspora nous a poussé au niveau national, non seulement d'écrire, de se déplacer pour aller voir le procureur, voir le ministre pour leur dire nous vous soutenons dans ce que vous êtes en train de faire, pourvu que ce soit équitable, pourvu que ce soit une justice. Si maintenant, dans l'exécution de vos devoirs, de vos pratiques, pour sortir le bandit de ce pétrin, il y a d'autres personnes, parce que les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui ont dit il faut le sortir, il faut le muter, il faut l'enlever. Nous avons dit nous vous soutenons. Et jusqu'au bout, on va vous enlever, vous saurez que nous vous soutenons, parce que ce jour-là, ce serait plus que la rencontre des musulmans au niveau du 26 mars. Parce que ça, c'est notre référence. Ok. Sur la justice. Ouais, moi, je pense qu'il y a la question à peine voilée. Et je disais au milieu de la conversation la réponse que Rasulallah sallam a donnée à un des musulmans. Il faut une justice juste et un partage équitable des biens. Donc il n'y a même pas une question de poser si vous soutenez la justice.
Non, il faut appeler les choses par leur nom. Non, si vous sentez que la justice est de retour... Non, non, la justice... Ah, voilà, d'accord. La justice est de retour. Nous saluons le juge Khashoggi. Nous savons tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Je pense que la question, c'est assez nouveau. Et le conseil national de la société civile, le président Brahim Alain Touré et le vice-président Tekité et nous, la diaspora, nous avons, sur l'impulsion de Tekité, qui est des droits de l'homme, quand on a vu tout ce passé-là, on a attiré son attention, il dit hey, il faut qu'on se prononce maintenant en tant que société civile pour dire à ces juges qu'ils ont notre soutien indéfectible dans ce qu'ils sont en train de le faire. On a écrit, on les a donnés. Ça, c'est notre position. Et maintenant que les gens se sentent concernés ou menacés, vous savez, il n'y a pas plus dur que de faire face et de subir une décision de justice. Alors, ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, si quelqu'un veut les casser, leur élan, nous le disons qu'il va le trouver sur le chemin. Absolument. Nous, la société civile, la diaspora, on ne laissera pas qu'on touche un cheveu à Khashoggi ou à un juge ou à un procureur. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va reconstruire le Mali. Mais si certaines proches du président ont été touchées, on dit on les enlève, ah non, 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 on n'acceptera pas. Il est souverain, il nomme, il a son décret, il signe, il enlève. Mais laissez-nous nos juges, parce que nous avons pour la première fois dans ce pays, depuis après Moussa Traoré, qu'on sent désormais qu'il y a des hommes dignes, intègres, honorables et justes qui sont des juges et qui sont en train de juger. Okay. Donc, ils ont notre soutien. Okay. Voilà. Monsieur Jim, quand vous écoutez un peu certains avocats, ils pensent qu'avec ce réveil-là, ce réveil est en train d'aller de pair avec, si vous voulez, le viol de la violation de la présomption d'innocence des personnes qui sont présumées incriminées dans certaines affaires. Avec tout le respect que j'ai pour les avocats, je pense que quand tu essaies de faire une lecture littéraire, les avocats, même si ça paraît péjoratif, on dit leurs clients, oui. Ou bien défendre leurs affaires. Donc ils ne sont pas désintéressés, c'est de bonne guerre. Moi je pense que le système judiciaire... Mais est-ce qu'avec toutes ces affaires étalées sur les réseaux sociaux, est-ce que ça préserve un peu le droit de ces présumés accusés? Non, le dossier d'instruction n'est pas divulgué, c'est le juge, etc. Mais une fois que les gens commentent sur les réseaux sociaux, ça n'engage pas la justice. Je pense que les réseaux sociaux sont vraiment, vous m'excusez l'expression, je ne dis pas globalement, il y a trop de déchets, mais ce n'est pas qu'il s'agit, on parle du droit, on parle aussi des techniciens, on parle aussi vraiment d'un format qui est institutionnel. Pour moi, la justice aujourd'hui n'est que l'émanation de la volonté populaire. Si les juges ont compris, et je pense qu'ils l'ont compris aujourd'hui, qu'ils ont le soutien populaire et que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'il faut que la justice se réhabilite. Parce que la justice aussi n'était pas exempte de reproches. Il y a eu des juges vraiment qui étaient très indélicats. Il y a eu des choses qui est condamnable et regrettable que les juges n'ont pas été courageux. Maintenant, aujourd'hui, le problème, il faut essayer, c'est que la Constitution a donné aux juges sur le pouvoir judiciaire. Au temps de Moussa, on parlait de l'autorité judiciaire. Maintenant, avec la démocratie, ils sont un pouvoir. Et comment ce pouvoir a été dilaté ou bien du moins compromis? Mais c'est le comportement des juges eux-mêmes. Et si aujourd'hui les juges veulent réhabiliter la justice, je pense que nous sommes tout à fait d'accord les soutenir et les encourager et nous avons notre soutien. Maintenant, ce n'est pas chercher de faire de la récupération politique qui est important pour aider la justice. Okay. Ce qui est important, c'est de laisser la justice faire son travail. Et quand on voit qu'on veut maintenant essayer d'empêcher les juges de faire leur travail, c'est en ce moment que nous devons faire union sacrée pour que cette obstruction ou bien cette tentative de vouloir intimider les juges ne soit pas. Okay. Mais sortir pour faire du sensationnel ou bien tenir des propos qui à la limite c'est des tribunes politiques, je n'ai rien contre ceux qui font des tribunes politiques, c'est leur raison d'être, mais je pense qu'aujourd'hui la meilleure façon d'aider la justice, c'est d'aider les citoyens à comprendre d'abord le droit, le devoir, leur formation, c'est quoi la justice, comment maintenant, quand on est fouillé, comment s'adresser à la justice, ce travail de formation, d'éducation
d'éveil de conscience. C'est ça le véritable travail pour aider la justice à se manifester. Les réseaux sociaux malmènent la présomption d'innocence dans ce réveil vers la bonne distribution de la justice. Ce que je vais vous faire remarquer d'abord, c'est que le premier accusateur a dit que les prévenus ils bénéficient de présomption d'innocence. Il l'a dit. Non seulement il l'a dit haut et fort, mais dans sa conférence de presse, il l'a dit si vous étiez là. Donc ça veut dire que jusqu'à ce niveau, la justice respecte ses engagements. Mais les réseaux sociaux, ça c'est un autre problème, parce que là, moi j'ai dit qu'il faut moraliser. Mais ce n'est pas la justice de moraliser les réseaux sociaux. Il y a une structure pour ça. Le jour où vous voulez qu'on parle de ça, invitez-la à venir, on sera là pour leur dire ce qu'on parle en face. Parce que les réseaux sociaux doivent être moralisés. Ce n'est pas seulement au Mali que les réseaux sociaux existent, ça existe partout. Mais c'est pratiqué au Mali pire que partout au Mali, au monde pire que partout au monde. On n'a même pas le temps de parler avec sa femme. Quand il a le téléphone, elle ne peut pas te parler. Monsieur Teguete, qu'est-ce que vous en savez, puisque vous n'êtes pas sur ces réseaux-là? Moi je sais, parce que j'ai une femme, j'ai mes enfants, ils sont jeunes. Donc je sais ce qui se passe. Je sais ce qui me gêne, moi, en tant que chef de famille, dans ma famille. Je ne peux même pas parler à mes enfants correctement de ce que je veux qu'il y a là toujours au téléphone. J'ai noté le téléphone. Donc, vraiment, il faut moraliser. La présomption d'innocence est-elle respectée? Écoute, elle est respectée et nous vivons... D'aucuns parlent d'arrestation spectaculaire. Non, on vit une ère nouvelle. C'est une ère d'accessibilité instantanée à l'information. Elle ne peut plus être ni cloisonnée, elle ne peut plus être ni gérée d'une certaine façon. Donc c'est l'ensemble de la planète qui se trouve de cette façon. Le Mali ne fait pas exception. Mais il est quand même à rappeler qu'il y a eu une loi qui a été votée avant-hier ou hier sur les réseaux. Donc désormais, vous pouvez être poursuivi pour avoir dit des choses dans les réseaux sociaux. Donc c'est déjà une très bonne chose. Alors, cela répond en partie les préoccupations des grands frères. Il y a un troisième point que moi je voudrais soulever. Très rapidement. Très rapidement, parce qu'il faut que nos juges soient des juges qui sont financièrement indépendants. On ne peut pas demander à un juge d'être équitable quand il habite dans une cour commune. Mais c'est difficile. C'est comme vous les journalistes. On ne peut pas être un journaliste et respecter la déontologie journalistique quand il a 50 000 francs de salaire par mois. Je crois que c'est une question de morale qui non, le confort est important pour un juge. Un juge doit être pas en besoin. Nous, diaspora, nous voudrions deux choses. On soutient notre justice. Donc vous allez mettre la main à la pâte. On mettra la main à la pâte. Mettre la justice dans de bonnes conditions. Non, on voudrait que le juge soit très bien payé, qu'il ait accès au logement, qu'il ait tous les avantages qui lui permettent d'exercer leurs fonctions en toute liberté, sans influence aucune. Ça, c'est un deuxièmement. On voudrait aussi que vous, qui interprétez nos faits aux gestes des juges et tout le monde, que aussi les journalistes aient un minimum de salaire entre 300 et 500 000 francs un journaliste, sinon tu fermes ton journal. Voilà ce qu'en fait nous voulons. 30 secondes, allez. Voilà, c'est une minute pour vous dire 30 secondes. que lui, il a trop demandé. Parce que nous, quand on a été voir le procureur de la République, on a trouvé qu'il n'a même pas de photocopieuse. Vous vous rendez compte? Obligé de prendre. Conditions de travail. Vous vous rendez compte? Quelle justice on peut avoir sans ça? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est sur ce plaidoyer que prend fin ce numéro du tribunal de l'actualité. Mes invités étaient Issa Kaoudjim, qui est le président de la coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, Mohamed Chérif Aïdra, qui est le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, et Amadou Bokar Teguete, qui est membre de la MDH. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.